Et avec nous, le docteur Virginie Coran. Bonjour docteur. Bonjour Sébastien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes neurologue spécialisé dans la prise en charge des céphalées à la polyclinique Jean Vilar, Bruges-Bordeaux et membre de la Société française d'études des migraines et céphalées. D'abord, est-ce que vous pouvez définir assez simplement ce qu'est une hormone ? Une hormone, c'est une substance chimique qui est produite par un organe ou par un groupe de cellules. Cette substance va être libérée dans le sang et va exercer une action à distance sur un organe situé à distance. C'est un messager chimique. Alors, on peut peut-être voir quelques illustrations de tout cela. Alors c'est vrai que quand on aborde le sujet de migraine et hormones, on va beaucoup parler du cerveau, mais on va aussi parler des hormones sexuelles. Donc on va parler des ovaires, à gauche sur la diapositive, et des hormones sexuelles masculines produites par les testicules. Donc on va parler cerveau et hormones sexuelles masculines et féminines. Autre illustration, effectivement. Donc la coupe du cerveau à gauche, et on se focalise sur deux régions qui sont très importantes sur le sujet de migraine et hormones, l'hypothalamus, mais aussi et surtout l'hypophyse. L'hypophyse qui est finalement le générateur un peu à distance de la synthèse et de la production des hormones sexuelles, qu'elles soient féminines ou masculines. Et puis vous voyez que sur la diapositive, on a entouré en jaune aussi deux hormones qui sont des cibles prometteuses pour la prise en charge de la migraine, la prolactine et l'ocytocine. Donc on va parler beaucoup hormones sexuelles, notamment féminines, notamment les œstrogènes, mais on abordera aussi un peu le sujet prolactine et ocytocine comme piste potentielle thérapeutique. Alors nous avons interrogé des patients sur leurs émotions qui favorisent le déclenchement de leur migraine. On va écouter le témoignage de Maxime, de Céline et de Dan et on en parle juste après. Moi, c'est Maxime. Donc, j'aurais une question sur l'impact des hormones pour les migraines chez les hommes. Donc, me concernant, j'ai eu un retard de puberté. Donc, par exemple, j'ai commencé à muer et grandir vers l'âge de plutôt 16-17 ans. Et pareil, au niveau de la pilosité faciale, j'ai commencé à avoir un peu de barbe vers 24-25 ans. Et pareil, je me souviens que vers 14-15 ans, j'étais très très essoufflé. Enfin, physiquement, en tout cas, mon corps était pas, en termes de musculature, avait un peu du mal à supporter un peu le quotidien. C'était très compliqué pour moi de monter des escaliers sans être essoufflé. Ou, par exemple, quand je tombais avec mon sac sur le dos, il fallait plusieurs étapes en tout cas pour que je puisse me lever. Je pouvais pas me lever d'un coup. Et donc, je me posais la question est-ce que il y a eu des études ou des choses qui parlent de l'impact d'un retard de puberté ou sur les migraines à l'âge adulte chez les hommes. Bonjour, je suis Cécile. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à avoir des migraines. On m'avait détecté des maux de tête. J'ai vu un médecin qui était assez on va dire totalement, je dirais, à accompagner ses patients. Je suis tombée enceinte. Il m'a accompagnée par rapport à ça aussi. J'avais quand même ces migraines en même temps. Donc, il a essayé de trouver un médicament qui correspondait entre la femme enceinte et ce médicament qui pouvait éventuellement. Mais il n'y en avait pas. Voilà. Donc, j'ai dû attendre l'accouchement pour en avoir un. Ouais. Et mon mal de tête était toujours présent. Donc, c'était très difficile, mais il a réussi à me rassurer quand même par rapport à ça. Et il a attendu cet accouchement pour pouvoir m'en donner un. Quand j'ai vu plusieurs médecins, et je vais pas dire tous, mais la plupart, me dire que est-ce que vous êtes sûr que c'est pas dû à vos règles, vos migraines? Alors quand je peux, je leur dis quand vous savez que vous avez une migraine par semaine et que vos règles vous les avez pas toutes les semaines, oui, je peux dire que ce n'est pas à cause de mes règles, ça c'est sûr. Et que maintenant
j'ai la ménopause et que j'ai encore la migraine, ça, je pouvais leur dire maintenant que ça va être ça. Non, j'ai encore la migraine. Bonjour, moi c'est Dan, 34 ans, j'habite dans le sud de la France. Donc mes migraines ont commencé en 2014 à être importantes. J'ai vu une neurologue à ce moment-là qui m'a donné 2 cachets sortis de son tiroir et qui m'a dit, en gros, à votre prochaine crise, vous prenez ça. Si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas une migraine. Donc j'ai pris le cachet, ça n'a pas fonctionné et elle m'a dit au téléphone que j'étais pas migraineux et que donc elle pouvait rien pour moi. J'ai vu entre 5 ou 6 médecins généralistes, 4 kinés, 2 chiropracteurs, 3 ostéos, un acupuncteur, un cardiologue, un dentiste qui m'a arraché mes 4 dents de sagesse parce que d'après lui, c'était la cause de mes migraines. Et ensuite, j'avais vu une hypnotiseuse et voilà à peu près, je pense. Alors, j'ai été diagnostiqué migraineux au mois de mars de cette année. Donc, il m'a fallu un peu plus de 10 ans d'errance et d'attente pour qu'enfin soit posé le mot. Alors, j'ai trouvé ma neurologue un peu par hasard en faisant des recherches sur un centre antidouleur qui pouvait y avoir près de chez moi pour essayer de me faire aider puisque j'arrivais à un peu être à bout de tout ça. Et je suis tombé sur son nom que j'ai recherché. Je suis tombé sur une conférence dans laquelle elle participait sur YouTube. Une conférence d'1 heure à peu près. Et au bout de 10-15 minutes à l'écouter, je me suis dit, mais c'est ma vie qu'elle est en train de décrire. Donc j'ai écouté religieusement tout ce qu'elle disait et c'est là que j'ai percuté en fait que je n'avais pas que des céphalées de tension ou un simple mal de tête. Et donc le lendemain, je lui ai téléphoné pour essayer d'avoir un rendez-vous au plus tôt. Alors elle m'a expliqué que oui, les hommes étaient aussi touchés par la migraine, que c'était pas que les femmes, que certaines de mes migraines venaient d'un abus médicamenteux aussi. Donc il a fallu que je fasse un sevrage. Et on a mis en place du coup un traitement de fond et des traitements de crise, ce que je n'avais du coup jamais eu avant. Merci à Maxime, Dan et Céline pour leur témoignage. Une réaction, docteur? Alors on aurait envie de réagir à tous ces témoignages. Alors d'abord le premier témoignage qui est la question éventuelle d'une puberté tardive sur l'apparition d'une migraine. Alors il y a très peu d'études finalement réalisées sur migraine et testostérone, mais il y a quand même des études qui suggèrent que ce qui est protecteur, c'est l'exposition du système nerveux précoce aux effets de la testostérone. Donc c'est peut-être l'explication de l'existence d'une migraine en lien avec une puberté tardive chez l'homme. Pour Dan. Ensuite, Cécile, Cécile, c'est presque une démonstration, c'est-à-dire que Cécile aborde toutes les étapes de la vie hormonale d'une femme qui peuvent être en lien avec la migraine, les règles, la grossesse, parce que toutes les femmes migraineuses ne s'améliorent pas pendant la grossesse, et la ménopause. Là encore, toutes les femmes migraineuses ne vont pas forcément mieux au-delà de la ménopause. Donc c'est vraiment une démonstration. Quant au dernier témoignage de Dan, alors moi la première chose aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'un diagnostic de migraine ne se porte pas sur l'efficacité d'un traitement, absolument pas. Et puis la deuxième chose qu'on a envie de dire, c'est vraiment encourager les hommes migraineux à consulter, parce qu'il y a peut-être une insuffisance de parcours de soins spécifiquement pour les hommes. Justement, on entend 2 hommes dans cette vidéo. C'est donc bien une séquence qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Comment se fait-il que les hormones féminines soient les plus souvent mises en avant, docteur? Alors d'abord parce que la migraine est en effet plus fréquente chez les femmes, puisque sur 4 individus migraineux, il y a 3 femmes et un homme. Puis ensuite, finalement, le principal argument, c'est qu'on voit cette espèce d'évolution de la migraine, de l'histoire de la migraine dans la vie d'un migraineux, qui est rythmée par les événements hormonaux. Donc l'apparition de la migraine à la puberté, l'amélioration le plus souvent pendant la grossesse et l'amélioration aussi le plus souvent au-delà de la ménopause. Donc il y a une espèce de parallèle finalement entre l'histoire naturelle de la migraine et les principaux événements hormonaux de la vie d'une femme. Ça contribue à en avoir fait une maladie essentiellement féminine.
Et donc, c'est un peu plus compliqué pour un homme migraineux, en raison de la stigmatisation sociale d'avoir une maladie par essence féminine, d'oser consulter sans doute pour sa migraine. Comment les hormones interviennent-elles dans les mécanismes de la migraine ? Alors Mathieu en a parlé un peu dans sa présentation. Il a notamment développé les trois principaux mécanismes ou cascades d'événements qui sont à l'origine de la maladie migraineuse. Donc l'activation de générateurs au niveau de l'hypothalamus du tronc cérébral, la propagation d'un courant électrique de l'arrière vers l'avant qui correspond à la propagation de l'onde de dépolarisation et à l'aura migraineuse, et puis cette activation trigéminovasculaire qu'il a pris le temps un petit peu de nous expliquer et qui correspond à l'apparition de la douleur. Il y a tout un tas d'études expérimentales, mais aussi chez l'humain, qui montrent que les hormones sexuelles féminines, et en particulier les œstrogènes, parce que c'est sur les œstrogènes qu'est centrée cette littérature scientifique, elles interviennent très vraisemblablement sur chacune de ces trois étapes, en particulier la propagation de l'onde de dépolarisation, et puis aussi la sensibilisation des systèmes trigéminovasculaires. Elles interviennent aussi d'ailleurs, ces œstrogènes, elles modulent la synthèse de neurotransmetteurs de la migraine, notamment le CGRP. Donc elles ont vraiment une multi-influence, y compris sur la synthèse des neurotransmetteurs de la migraine. Alors vous parlez justement de neurotransmetteurs, quelle différence avec les hormones ? Alors un neurotransmetteur, c'est produit par un neurone, c'est libéré pour aller agir sur la cellule voisine et libéré dans la fente qui sépare le neurone et la cellule voisine. Quand on évoque la migraine et les hormones, on pense souvent donc effectivement aux hormones féminines qui sont liées au cycle. Quelles sont les autres hormones impliquées et comment la recherche a-t-elle évolué dans ce domaine ? Oui, je vous l'ai dit, donc la littérature existante, elle est centrée essentiellement sur les œstrogènes. Il y a finalement beaucoup moins de données sur l'effet de la progestérone, qui est néanmoins sans doute, elle, protectrice, notamment en inhibant l'onde de dépolarisation. Très peu de données aussi sur la testostérone, je vous l'ai dit. Les quelques données que nous avons sont en faveur d'un effet protecteur de la testostérone. Et puis on abordera aussi, je l'ai déjà abordé, l'effet de la prolactine et de l'ocytocine, qui sont des pistes thérapeutiques potentielles. Quel est leur rôle dans l'organisme ? Alors la prolactine, elle a été longtemps reléguée à l'hormone de la lactation, alors qu'elle intervient dans de nombreux autres rôles physiologiques, notamment le sommeil, notamment l'immunité, notamment la régulation de comportement. La prolactine, c'est une hormone qui favorise la perception de la douleur en général et pas que de la migraine. Donc ça serait comme piste thérapeutique potentielle plutôt des antiprolactines. Et concernant l'ocytocine ? Et l'ocytocine, c'est aussi une hormone impliquée dans la lactation, mais là encore, c'est bien au-delà, puisque c'est l'hormone principale de l'attachement, d'ailleurs, tant paternel que maternel. Et on a actuellement des données qui montrent que c'est une hormone plutôt protectrice pour la douleur. Là encore, migraine, mais pas seulement la douleur de la migraine. Et des pistes thérapeutiques avec notamment des études pilotes réalisées avec l'administration intranasale d'ocytocine. Et qu'en est-il des hormones purement masculines ? Quelles sont les hypothèses, les études sur le sujet, même si vous nous l'avez dit oui, la littérature est moins étayée. Oui. La testostérone, elle semble avoir un effet protecteur. Alors peut-être par plusieurs mécanismes, peut-être que l'exposition précoce à la testostérone, renforce l'efficacité de nos propres systèmes de contrôle de la douleur. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, la testostérone a sans doute des effets anti-inflammatoires, des effets favorisant la production de sérotonine. Et puis, la testostérone inhibe, elle aussi, comme la progestérone, la propagation de l'onde de dépolarisation. Donc finalement, des données intéressantes qui donnent envie que des travaux se développent sur davantage d'études scientifiquement menées sur les effets de la testostérone par rapport à la migraine. Mais effectivement, pour autant, on n'a pas retrouvé de différence de taux de testostérone chez les hommes migraineux par rapport aux hommes non migraineux. Oui, vous avez raison de le souligner. Pour autant, les études ne montrent pas de différence du taux de testostérone plasmatique entre hommes migraineux et non migraineux. Et idem d'ailleurs pour les œstrogènes, pas de différence du taux d'œstrogène chez les hommes migraineux par rapport aux hommes non migraineux. Alors, on entend beaucoup parler de la sérotonine au sujet de la migraine. Quel est son rôle réel dans le déclenchement ou l'entretien de la migraine ?
La sérotonine, c'est un neurotransmetteur dont le réseau de production prend naissance finalement au niveau du tronc cérébral, une partie qui est située plutôt derrière. Et c'est un neurotransmetteur qui est essentiel pour l'humeur, pour le sommeil notamment. Alors il y a une littérature qui est assez conséquente, qui date du début des années 60 jusqu'à nos jours. Et finalement, ce qu'on peut conclure de ces travaux, c'est qu'il y a vraisemblablement en période de base entre les crises, plutôt chez les migraineux des taux bas de sérotonine, et qu'il y a vraisemblablement une montée de la sérotonine au moment des crises. Mais pour l'instant, en tout cas, pas de piste thérapeutique centrée sur la voie de la sérotonine. Alors justement, quelles sont les nouvelles pistes de traitement qui s'appuient sur le rôle des hormones et les neurotransmetteurs dans la migraine? Alors, les pistes. Donc ça, c'est l'illustration finalement de la voie finale commune à l'échelle cellulaire dans les cascades d'événements de la migraine. C'est ce qui est représenté à droite de la diapositive. C'est une cellule de la fibre musculaire qui entoure les parois des artères. Cette diapositive, elle sert simplement à illustrer la multiplicité des neurotransmetteurs potentiellement impliqués. Et donc, la littérature a un peu avancé et on peut citer comme cible potentielle thérapeutique le PACAP, le VIP, mais aussi la myéline, les récepteurs opioïdes, mais pas ceux qu'on connaît comme étant ceux qui agissent quand on administre des morphiniques faibles et forts, plutôt actuellement déconseillés dans la gestion de la crise de migraine, mais d'autres récepteurs opioïdes delta et kappa, mais aussi l'influence de canaux ioniques, et puis la prolactine et l'ocytocine dont on vient de parler. Enfin, peut-être des travaux prometteurs avec une nouvelle technologie qu'on appelle les nanoformulations. Donc, ce sont notamment des formulations à l'échelle de l'atome de certains médicaments qui permettraient finalement de délivrer certains médicaments à proximité de leur cible anatomique pour qu'ils aient un effet plus important et facilité. Docteur, vous restez avec nous. On a plein de questions pour vous. C'est notre séquence. Vous avez la parole. Et avant de prendre vos questions, je vous présente nos deux invités, Laetitia et Annette. Laetitia, vous êtes membre fondateur de la Voix des migraineux et migraineuse depuis l'âge de 12 ans. Et Annette, alors vous n'êtes pas migraineuse, mais vous êtes vraiment une bénévole engagée dans l'association depuis plus de 5 ans. Qui veut commencer? Première question au docteur Coran. Oui. Est-ce qu'il y a des contraceptions qui sont contre-indiquées chez la femme migraineuse? Alors, il y a des contraceptions particulières qui sont contre-indiquées chez la femme migraineuse avec aura. À partir du moment où on a apporté un diagnostic de migraine avec aura chez une patiente, sont jusqu'à présent et dans l'état actuel de nos connaissances strictement contre-indiquées les contraceptions qui contiennent des oestrogènes, quel que soit pour l'instant le taux de l'oestrogène. Donc, il faut poser la question systématiquement aux patients, avez-vous des auras ou pas? Parce que parfois, quand on ne pose pas la question, le patient ne nous en parle pas forcément spontanément. Donc, c'est important de poser systématiquement cette question, avez-vous des auras à la femme migraineuse? Parce que ça a des conséquences sur le choix de la contraception, en effet. Fanny nous demande, mes migraines sont principalement liées à mon cycle. Les traitements hormonaux dans le cadre de FIV auraient-ils des effets aggravants sur la survenance de migraines? Alors oui, il y a plusieurs traitements hormonaux administrés pendant le parcours de PMA qui sont susceptibles d'induire des céphalées. Et très souvent, d'ailleurs, maintenant, dans les structures où existe un centre de PMA et où parfois les patientes peuvent accéder à une consultation neurologique, on peut proposer la recherche systématique, là encore, d'antécédents de migraine avec aura, parce que ça contre-indiquer éventuellement l'utilisation de certaines substances utilisées dans le cadre d'une PMA. Donc c'est important, là encore, d'encourager les patientes qui lancent un parcours PMA, qui sont migraineuses, à bénéficier d'une consultation spécialisée qui favorisera et qui facilitera une prise en charge adéquate par le spécialiste de la fertilité. Nassima nous demande, est-ce qu'il y a un lien entre endométriose et migraine? Alors, il y a des liens qui commencent à apparaître dans la littérature, donc c'est une littérature qui en est sans doute un peu au début de nos connaissances. Je
crois qu'il vaut mieux attendre que les travaux soient approfondis pour répondre avec un peu plus de certitude à cette question. Annette, une question pour le docteur. On sait que les hormones féminines sont impliquées dans les mécanismes de la migraine et que chez la femme, les hormones suivent les différents cycles de la vie. Donc la prise en charge thérapeutique est-elle adaptée justement à chaque cycle des femmes ? Alors, je dirais qu'on a des spécificités de prise en charge à proposer d'abord dans le cadre de la migraine menstruelle. Donc la migraine menstruelle, c'est la migraine qui va parler en particulier au moment des règles ou parfois seulement au moment des règles. Ça, c'est plus rare, c'est 8% des femmes migraineuses. Et là, on va pouvoir proposer des thérapeutiques un peu particulières, notamment ce qu'on appelle les mini-prophylaxies, qui sont finalement l'instauration d'un traitement préventif, soit un peu avant les règles, soit pendant les règles, et qui consiste à prendre de façon systématique et sans attendre la survenue de la douleur d'un traitement de crise, soit matin et soir, soit matin, midi et soir, et ça couvre cette période de migraine menstruelle, et ça allège un peu la vie de la patiente qui est quasiment sûre d'avoir des crises de migraine au moment des règles. Donc ça, c'est la migraine menstruelle. Concernant la migraine en période périménopausique, c'est-à-dire les 4 années qui précèdent la ménopause, ou en période post-ménopausique, là encore, il faut que la patiente consulte, parce qu'on va pouvoir proposer des traitements hormonaux qui vont peut-être éventuellement alléger un peu la charge de la migraine. Alors attention, ça ne sera pas la même chose chez les patientes qui ont une migraine avec aura, puisque là encore, chez les patientes migraineuses avec aura, les traitements hormonaux substitutifs avec œstrogène par voie orale seront contre-indiqués. Il faudra plutôt privilégier sans doute l'administration d'œstrogène par voie percutanée. Donc il faut vraiment tenir compte de ces spécificités de terrain, notamment de la migraine avec aura, à peu près à tous les âges de la vie hormonale de la femme. Question de Christelle. Est-ce que l'initiation d'un traitement hormonal de substitution peut augmenter la fréquence des migraines? Et si oui, en combien de temps la fréquence revient-elle à la normale? Alors là, je dirais que c'est sans doute un peu du cas par cas. À ma connaissance, il n'y a pas de données qui prouveraient que de façon générale, ça puisse aggraver la maladie migraineuse. C'est au contraire en général plutôt proposé pour améliorer les patientes qui restent migraineuses après la survenue de la ménopause. Donc là, je dirais que c'est une histoire sans doute de cas par cas quand même, de gestion au cas par cas. Benoît, qui nous regarde depuis la Belgique, nous demande: est-ce que les traitements hormonaux pour les personnes en transition de genre peuvent impacter la fréquence et l'intensité des migraines? Et est-ce que ces traitements sont adaptés dans cette situation? Alors ça, c'est une littérature qui est vraiment débutante. On commence à avoir quelques publications dans la littérature scientifiquement étayée et qui montrent, oui, qu'il y a sans doute l'effet d'administration de certains traitements hormonaux qui peuvent favoriser dans un sens ou dans un autre l'apparition de la migraine. Mais c'est une littérature qui en est vraiment à son tout début. Question de Sabine à présent. Existe-t-il des fluctuations hormonales chez les hommes qui déclenchent des crises? Joker. Très bien. Mais écoutez, c'était notre dernière question. Oui. Je peux juste rajouter un mot. Je m'aperçois que je n'ai pas saisi l'occasion de parler de la prise en charge de la migraine chez les femmes enceintes, et c'était aussi le témoignage de Cécile. Et je trouve que c'est un sujet vraiment, vraiment important. Il y a une étude qui a montré que les femmes enceintes migraineuses, elles ont principalement 2 comportements. Premier comportement, elles veulent pas prendre de médicaments parce qu'elles sont persuadées que ça va être dangereux pour l'enfant. Or, je voudrais vraiment porter le message qu'il y a des traitements de crise et éventuellement de fond qu'on peut prescrire à une femme migraineuse enceinte. Et puis, elles ont souvent le questionnement, mais qui puis-je aller voir, qui puis-je aller consulter pour avoir une prise en charge de la migraine pendant la grossesse? Il ne faut pas hésiter à consacrer une consultation, peut-être même avant la conception. Moi, je suis migraineuse, je suis une femme migraineuse, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pendant la grossesse pour gérer mes crises si je continue d'en avoir? Il faut consulter pour la migraine pendant la grossesse. Alors ça, c'est pendant la grossesse, mais quel conseil est-ce que vous donneriez, docteur, aux patients, qu'ils soient hommes ou femmes, qui nous regardent aujourd'hui? Alors, d'abord, consulter spécifiquement pour ça, ne pas en parler quand on va voir son médecin pour une angine ou pour un autre problème, prendre rendez-vous spécifiquement pour le problème de la migraine avec son médecin traitant, avec un spécialiste de la migraine,
avec sa gynécologue, et là encore une consultation spécialisée pour discuter de l'amélioration éventuellement avec des traitements hormonaux. Et puis finalement garder espoir, parce qu'il y a des périodes spontanément d'aggravation de la migraine qui vont rétrocéder, qui vont petit à petit s'améliorer. L'histoire naturelle de la migraine, c'est parfois des fluctuations sans qu'on identifie de facteurs favorisants. Donc garder espoir et consulter.